Eh bien, bienvenue sur Boiler Room. Aujourd'hui, émission Collections avec Joseph, qui est Enchanté, l'homme merci à vous. depuis 10 ans et un peu plus derrière le label Skylax Records, Mhm. et avec qui on va parler House, Chicago et plein d'autres choses Exactement, plein d'autres choses, et écouter surtout, surtout plein de disques de ta collection. avec grand plaisir. Et il y en a d'ailleurs combien en fait là? Tu sais, tu as eu Là, l'occasion c'est de juste compter? un petit sample, comme on pourrait dire. Il y en a peut-être, il y a bien peut-être 800 ou 1000 disques, mais normalement, j'en ai peut-être plus 4000, 5000, mais Ouais, tu as ça des tient pas. réserves ailleurs. J'ai des grosses réserves. Ouais. Alors, ce qui est marrant à propos un peu de ton histoire personnelle, c'est que toi, à la base, tu viens du rock, Complètement. voire même du rock Ouais, assez plutôt dur, ouais. vénère, Ouais, ouais, complètement, on peut le exactement. dire. Et après, tu tombes dans la house. Je crois, après un voyage comment dire, à Los Angeles, tu es parti t'installer pour monter un groupe, tu fais des Et rencontres. Los Angeles, parce que j'avais toujours eu ce rêve de fonder un espèce de groupe de rock qui n'a jamais vu le jour, ou de façon éphémère. Et donc, par l'intermédiaire d'un copain, en fait, j'ai pris mes billets, on est parti à Los Angeles et on a rencontré des gars là-bas. Et Et pourquoi Los Angeles? parce que c'était le fait de vouloir faire du rock, on se disait que c'était que là-bas que ça pouvait se faire. Et ça peut être en Angleterre, mais c'était plus exotique. Et puis tout le rock qu'on aimait, c'était du rock très américain, genre le truc de MC5 ou des Stooges ou des trucs comme ça. Et donc on est parti là-bas. Et il se trouve qu'en fait, on a rencontré des mecs qui bossaient, mais que dans la musique électronique. Mais on s'est dit, écoute, c'est de la musique. Donc voilà, il y a ça à apprendre, bah, c'est toujours ça. Et le gars en question, c'était Peter Black. Et 6 mois plus tard, on crée notre premier label qui s'appelait Paris Sonic Records avec le fameux logo Stay Underground It Pays. Ok. Et à la base, c'est vraiment aux États-Unis que tu as cette connexion avec la musique électronique. Complètement, Tu comprenais pas jamais, du tout en France? pas Pas du de tout. teuf, pas Non, rien? j'aimais pas. Ça m'intéressait pas du tout. Ouais, parce C'est que fait, souvent, quand même, maintenant, aujourd'hui, c'est un peu, ça a changé, les Ça a genres sont changé, plus ça a changé perméables. grâce à YouTube, Voilà. grâce à Discogs et tous ces trucs-là qui ont fait que tous les kids, ils sont un peu nerds par rapport à ça, ils recherchent, ils trouvent qu'il y a aussi tout un côté hype qui a été développé par tous les activistes de la scène depuis 20 ans. Mais il se trouve que nous, à notre époque, voilà, la musique électronique mainstream, entre guillemets, ça se résumait à quoi? Moby et Fatboy Slim, c'est vrai, au début 2000, c'était les gens qui retenaient, ou toute la vague, Bob Sinclair et tout ça. Donc, et même avant, moi je connaissais pas forcément, j'étais vraiment versé dans le rock. Mhm. C'était pas du tout mon rêve ou quelque chose voilà, que j'avais en tête. Ça s'est fait de façon complètement fortuite. Et alors, ce serait quoi le morceau un peu coup de foudre qu'on pourrait écouter, qui a été un peu initiateur dans tout ça? Ben, en fait, c'est très simple, c'est que les personnes avec qui j'étais à Los Angeles, et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup aimé Los Angeles et que j'ai adoré, c'est que les gens étaient très axés malgré tout, même s'ils écoutaient de la house, sur le rock, parce ils écoutent tous et ils grandissent au son des collèges radio, ce qui fait qu'un mec qui fait du mood to swing ou n'importe quoi d'autre des 90s qui cartonnait, entre guillemets, et ben il va aussi écouter du REM ou du Nirvana ou peu importe. Et donc il y a tous ces éléments-là qui étaient mélangés. Et surtout, les gens que j'ai pu rencontrer, c'était des mecs qui avaient déjà bien 30 ans, 35 ans. Donc ils avaient toute cette culture rock à la base et ils ont switché eux aussi de façon un peu fortuite, entre guillemets, sur la house music. Et ils avaient ces influences-là qu'ils intégraient dans leur set. Par exemple, ils étaient capables d'aussi bien de jouer des trucs super housey, super pumpy, que des trucs de New Order. Et à titre d'exemple, je peux te faire écouter Bien sûr. le disque qui m'a fait un peu switcher par rapport à ça et qui m'a fait comprendre que ce que j'écoutais en fait à la base, moi aussi c'était de la musique électronique, mais sans le savoir. Et c'était quoi alors ce disque? Bah, c'était un bootleg de mon super ami et mentor Peter Black, qui est de New Order 586. Ok. Bah écoutons ça alors.
ça, ce morceau, Joseph, c'est un peu la révélation pour toi. Complètement, parce qu'en fait, en écoutant ce disque, je me suis rendu compte que ce que j'écoutais depuis étant enfant, c'était en fait de la musique électronique, que ce soit de New Order ou bien entendu Dépêche Mode, et qu'en fait cette influence, elle a été hyper présente chez tous ces mecs à Los Angeles, que ce soit Peter ou Doc Martin ou DJ Harvey. C'était des choses qui, voilà, on savait pas. Moi, je savais pas. Pour moi, c'était du rock, c'était pas de la musique électronique, et j'avais pas fait en fait la distinction en fait que des artistes pouvaient aussi bien se mouvoir dans la musique électronique et aussi sur le rock. Et donc en écoutant ça, je me suis dit bah tiens, en fait j'écoutais la musique électronique et ça m'a permis de me plonger en fait dedans et de comprendre que moi aussi j'étais peut-être partie prenante dedans. Et alors après, du coup, tu parlais de cette scène à Los Angeles, ces connexions que tu te fais, ça s'organise autour de qui quels sont les noms avec qui tu te familiarises, enfin... En fait, par exemple à cette époque, quand on faisait un disque, le grand truc, c'était de se dire ah là là, si DJ Harvey le joue, c'est super. Mais personne connaissait évidemment, ou très peu, DJ Harvey en Europe. Il avait un peu un statut culte en Angleterre, ça commençait. Mais voilà, c'était le mec à LA. Il faisait des soirées un peu à la cool, genre sur la plage. Et s'il jouait ton disque, c'était genre super cool, méga cool. Et on l'avait rencontré en sortant d'un Starbucks, hyper sympa, voilà, détente. Le mec hyper cool. On lui avait filé d'ailleurs une promo, je sais plus, d'un disque que je te ferai écouter après. Et parce qu'on s'était dit tiens, ça c'est du pur DJ Harvey, c'est un truc super baléarique et tout, avec des guitares et tout, ça va être drôle quoi. Et donc c'était ça, c'était aussi Doc Martin qui était en fait le mentor de Peter Black. Et ça, donc c'est un peu toute une filiation quelque part. Comme Doc a donné à Peter et Peter a donné à moi. C'est aussi simple que ça. Et alors comment tu viens à la house de Chicago plus directement? Et ben en fait c'est assez simple, c'est que suite à ce disque, donc voilà, on s'immerge un peu dans la scène, on commence à faire nos premiers tracks avec Peter, etc. Ouais. Et donc on bosse, et donc du coup on crée ce label 6 mois plus tard qui s'appelle Paris Sonic Records. Et, depuis LA toujours ou vous êtes rentré à Paris Non, oui, on faisait des allers-retours, beaucoup d'allers-retours. D'accord. Paris Sonic Records qui était ça, voilà, je te le montre. Hein. Ouais, fais voir. Tiens, voilà. Donc ça, c'est ton premier projet de label, quoi. Ouais, premier label, Paris Sonic Records avec Stay Underground It Pays. Ok. Et ça, c'était fait en 2001, avant que le mot underground se soit un peu à la mode ou quoi que ce soit. On savait pas trop. Ça existait déjà? Ouais. Ça a toujours existé, mais donc voilà. Et c'était un truc, voilà, très. Qui est-ce que vous sortiez alors à ce moment-là? Bah là, les premiers trucs qu'on a fait, en fait, qu'est-ce qui a fait que je suis venu à la house, c'est qu'on devait absolument sortir des premiers artistes. Mais on disait tiens, qui on va faire? On n'avait pas trop de connexion, Internet c'était pas encore big à cette époque-là. Donc on s'est dit bah écoute, tant qu'à faire, on va prendre des vieux tracks et on va les remixer. Et il se trouve qu'on a rencontré un gars qui avait les droits de l'album Africadelic de Manu Dibango. Et on lui a dit tiens, est-ce que tu as les parts de cet album de Africadelic? C'est donc celui-ci que vous avez sorti? Et donc on a pris les parts, on va l'écouter. On a pris les parts et j'ai commencé à commissionner des gars et voilà, tout simplement pour sortir des remixes de ces fameux tracks. Je te fais écouter. D'accord, ouais, carrément. Alors ça c'est... Ça va être... C'était The Soul of the Makossa Man, puisque... Voilà, c'est The Soul of the Makossa Man, ça s'appelait, puisque c'est l'inventeur du soul Makossa, Mani Dibango. Et donc on avait commissionné ces mecs, j'avais commissionné ces mecs qu'on avait rencontrés à Miami, qui s'appelait Slow and Local, et qui était issu du collectif Jay-Z Collective, qui vient de Norvège. Et dans Jay-Z Collective, il y avait un certain Lindström. D'accord. Donc qui a produit ce morceau? Qui était dans le collectif qui a produit ce morceau. Beaucoup de gens étaient commissionnés dessus. Il y avait aussi les gens de Calomota, qui est un label de Deep House français. Qui, alors eux, ils ont commencé vers 98, je crois. Et voilà, très bon label. Et ils nous avaient fait un super remix aussi. Ah.
Genginglaï. Tu me disais celui-ci, c'est ton favori. Ouais, complètement. Sur les deux disques, en fait, parce qu'il y avait Soul of the Makossa Man numéro 1 et numéro 2, avec des remixes de Jay-Z Collective, de Rob Mello, de Rhinocéros, de Kalomota, de Tommy Sunshine. Et pour moi, c'était peut-être le meilleur remix, le plus joué. Celui-ci, c'est lequel du coup ? Ça, c'est le Kalomota. Ok, d'accord. Il est vraiment super. Donc voilà, très bon boulot, super job. Et je pense que c'est celui qui est resté le plus jouable et le plus actuel. Oui, j'allais dire très contemporain. Très contemporain. Ça s'inscrit complètement dans la scène deep house d'aujourd'hui, je pense. Mais bon, comme quoi, quand on fait de la bonne musique, bah ça reste. Ouais, atemporel. Et parmi tes influences, il y a aussi l'Italo Disco. Complètement. T'as beaucoup écouté Complètement. Ça, c'était vraiment en fait un switch parce que j'écoutais donc beaucoup de New Wave et en fait, tous les mecs d'Italo Disco, ils travaillaient beaucoup avec. Il y avait un côté très New Wave dans leur musique et aussi très funk et c'était un mélange de tout ça. On peut l'entendre dans les productions de Tony Carrasco ou d'autres. Et je peux te faire écouter un des disques qui m'a le plus influencé. Mais paradoxalement, je ne sais pas si c'est un disque qui a été produit en Italie, mais c'est un grand disque d'Italo Disco.
Super morceau. C'est magnifique. On aimerait l'écouter jusqu'au Bah ouais, bout. c'est dur, là, c'est cruel. C'est de très couper, dur. quoi. Mais voilà. Ok, ouais, dis-nous en plus un peu sur ce morceau. Bah, en fait, c'est un morceau qui était, comme on dit, praised par tous les gens qui faisaient de l'Italo Disco. Et comme je te disais, assez paradoxalement, ce titre, il n'est pas fait par des Italiens, mais il a été fait aux États-Unis. Mais c'est un des titres cultes de l'Italo Disco avec des trucs comme Mr. Flaggio, Take a Chance, ou la Diana Estea, Tenax, ou alors Love and Music de Tony Carrasco, de Rhys. Mais j'adore ce titre parce que je trouve qu'il est complètement intemporel. Il a été samplé, je sais plus, par un artiste il y a peut-être 4-5 ans ou 6 ans. Il avait eu un tube avec ça. Il avait samplé ce fameux morceau qui est indestructible et qui est pour moi, voilà, tout ce que j'aime dans la musique. C'est vrai qu'il se retrouve dans ce morceau. Ça veut dire que c'est un morceau qui peut s'intégrer dans un set de house, qui est très funky, qui a une patine. C'est la perfection. Voilà, c'est très rare. C'est un morceau rare. Ouais, c'est très dur de le couper là. Très très dur. Très dur. Mais quand même, continuons un peu quand même sur Complètement. ton histoire, sur ton parcours. Donc, tu as les premières sorties sur ce label. Vous faites déjà un sous-label Ouais, c'est ça. Donc déjà, on commence en fait avec Paris Sonic à se dire, bah voilà, en fait, on a un certain rythme de sortie. On se dit, bah tiens, ce serait bien, voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que pourquoi on a voulu créer aussi un sous-label, c'est que moi, à un moment, parce que je t'ai dit, toute cette histoire, elle s'est faite en 6 mois pratiquement. Donc, j'ai accumulé une espèce de connaissance de façon très empirique en l'espace de 6 mois. Et j'écoutais tous ces tracks de Chicago et tout ça. Je me disais, tiens, c'est bizarre parce qu'à l'époque, ça se faisait pas. Et les gens écoutaient plus ça. Les gens écoutaient beaucoup des trucs progressifs, de la progressive house et tout, des trucs horribles pour moi. Après, chacun ses goûts. Mais moi, je me disais, tiens, pourquoi on ressort pas les vieux trucs bien raw de Chicago, les trucs de Frankie Knuckles, Little Townsend, voilà, des trucs bien vénères, ou Ralphie Rosario, tout ça. Mais moi, je te parle de ça, c'est qu'on était en 2001 ou 2002, on n'était pas en 2007 ou 2008 où c'était devenu un lieu commun. Et donc, on décide de créer, voilà, je trouve en fait le contact d'un mec sur Internet qui gère les droits de Trax. Parce que ce disque, ils étaient déjà introuvables à l'époque. Pas forcément introuvables, mais disons qu'en fait, ça a toujours été mon but avec les labels, c'était de remettre au goût du jour les tracks et surtout de refaire découvrir à une nouvelle génération. Et vu ce qui se passait et vu ce que les gens écoutaient, je me suis dit, bon, bah écoute, je pense que ce serait pas mal. Et donc, par l'intermédiaire de ce mec, j'ai découvert qui gérait les droits de Trax. J'ai fait des licences et j'ai recommencé à sortir des tracks de chez Trax évidemment en choisissant bien les chansons que j'avais envie de ressortir. Et ça, c'était bien avant qu'il y ait des compiles un peu Trax Anniversary, Birthday, tout ça, où les gens disent voilà, c'est le son qui a influencé une génération, blablabla. Moi, c'était un truc complètement perdu, mais que j'ai fait tout seul. Ouais, il n'y avait pas encore ce regard rétrospectif non, pas sur, du tout, les sur la house music, Chicago, etc. Tout le monde s'en foutait complètement. Mais moi, je l'ai fait par pure dévotion intellectuelle, on dira, et parce que j'avais envie que les gens écoutent ce son, parce que je trouvais que c'était le vrai son de la house music. Et alors, tu faisais quoi? Tu ressortais les EP originaux ou tu avais aussi des remixes? J'avais des remixes, exactement. À cette époque-là, on travaillait, on a eu la chance d'avoir un remix d'un des mecs de Gus Gus, en fait, qui est quand même un groupe qui a sorti un disque qui avait pas mal cartonné à l'époque sur 4AD, qui est un label anglais assez influent. Et on leur a proposé, ils ont dit ok, on fait le remix, donc si tu veux, je peux te le faire écouter. Clairement.
the light and give me what I want. Let's mix it up. It's like a bullet in your hair. My baby starts to sweat. It's like a bullet in your hands. Voilà, un remix de Gus Gus. Gus Gus, le Buckmaster de Gus Gus. Et voilà, je trouve que c'est un super remix. Et surtout pour la petite histoire, il a été compilé par Yvan Smag, donc sorti en 2003 sur sa compile Death to Disco, Death from Disco, qui était sorti chez News. Et on était vachement contents parce que à cette époque, on gérait aussi une autre société avec Paris Sonic qui s'occupait en fait de DJ. Et il y avait notamment Yvan Smag, Dan Genassia, Jules, Jeff K, etc. Bon, on a fait ça pendant 2 ans, mais ça m'a permis d'être en contact avec tous ces DJ sur Paris. Mais tu faisais partie de la scène du Pulp, justement ? Non, mais eux, en faisaient partie. Ouais, et donc nous, comme on gérait certains de leurs droits, donc on y était aussi, on allait les voir, etc. Et voilà, surtout Yvan, quoi, qui était un peu le maître à bord là-bas, quoi. Et donc ça nous avait fait vachement plaisir qu'il compile le titre, mais ça m'étonnait pas parce que c'était un truc un peu dark, un peu new wave et tout, un peu Chicago dans son style. Donc c'était super, quoi, ça faisait drôlement plaisir. Et donc en fait cette histoire de Paris Sonic Square Roots, donc ça a duré l'espace de disons 2 ans et demi, 3 ans. Et après avec mes associés, voilà, quoi. On s'est séparés et j'ai décidé de créer Skylax. Voilà, avec un premier disque, du coup. Avec un premier écouter, disque ouais. Que je vais te faire écouter. Ouais. Fais voir la pochette, ouais. Merci. To be played at maximum volume. Exactement. C'est ce qu'on va faire. Et du coup, ouais, tu peux nous en dire 2 mots ? Quel est l'artiste que tu signes pour ce premier disque ? Et ben là, en fait, c'est très simple. C'était comme on perd pas les bonnes habitudes. J'avais commencé en fait par faire un peu des réissues sur Square Roots de trucs de Chicago. Et donc, j'ai tout simplement pris un track de Jungle Ones qui est un classique, qui est Bird in a Gilded Cage. Mais évidemment, à cette époque, c'était pas forcément dans l'air du temps. Ça commençait peut-être quand même. Et je l'ai fait rééditer par Danny Krivit, qui est quand même le boss un des plus grands dans le monde. Et pour l'info, ce disque, j'avais rencontré Bob Sinclair à l'époque. Et il avait acheté ce disque, je crois, à Dance Tracks à New York, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc j'avais trouvé ça plutôt cool. Et donc on va écouter un petit peu le début. D'accord, ouais.
première sortie de Skylax. Exactement. Et avec Première Bob Sinclair, sortie. donc, qui connaît le Ouais, vinyle et qui croit que c'est un apparemment. label américain. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est un peu l'ironie de l'histoire. C'est que je fonde un label qui s'appelle Paris Sonic à Los Angeles et je fonde un label qui s'appelle Skylax à Paris. Mais justement, là, sur le nom du label, on voit Skylax Classics. Ouais. Est-ce que parce qu'au début, tu étais dans cette optique de faire des rééditions, de ce genre de choses? Ouais, et surtout, en fait, pas forcément, mais surtout de me dire, voilà, je voulais sortir une musique qui soit, entre guillemets, classique, voire classieuse. Donc j'espérais, c'était mon truc, quoi. Je me dis, voilà, ce serait bien de l'appeler Skylax Classic, je trouve que ça sonne surtout. C'est Alors, vraiment ouais, pas c'est mal. quoi l'histoire du nom Skylax? Bah en fait, tu sais, j'étais donc à Los Angeles et voilà, je quitte là-bas, donc j'étais un peu dégoûté, tu vois, le truc avec mes associés ça se termine, etc. Évidemment, enfin, les associés parisiens. Et donc, j'étais dans l'avion à Los Angeles et puis je vois à l'aéroport Lax et je pense j'étais dans le ciel, je vois Skylax, je me dis, bah, je vais appeler le label Skylax et je vais créer un label qui s'appelle Skylax parce que c'est Ok. un peu, quelque part, comment dire en anglais, my dedication to the town. Parce que là où j'ai vraiment commencé à écouter de la musique électronique, c'était à Los Angeles. Et c'était ni à Paris, ni à Berlin, ni nulle part ailleurs. Assez paradoxalement, c'est dans cette ville-là. Donc, c'est un peu mon big up à la ville, quoi. Et dès le des premiers disques, ce logo qu'on Ouais. retrouve sur, après sur toutes les sorties, quoi. Complètement. Bah, c'était un peu un logo qui est inspiré par tout ce qui est les Black Panthers. Mhm. Par MC5, Stooges, il y avait un côté un peu très rock'n'roll et qui est jamais parti. Et d'ailleurs c'est marrant parce que j'avais joué avec un mec qui s'appelle Yvan Le Terrible qui travaillait avec les mecs je crois de Born Bad ou je sais pas quoi. Et on avait joué ensemble, il m'a dit c'est marrant comment tu joues de la house et comment un mec de rock qui pourrait jouer de la house parce que moi j'en vois en fait je suis pas j'aime bien aussi les phases un peu si tu veux créer un set etc forcément où tu as des montées des descentes etc mais c'est vrai que j'ai tendance des fois à beaucoup envoyer. Ça veut dire que j'aime bien que faire kiffer les gens, qui s'éclatent, qui dansent, qu'il y ait quelque chose de très festif et que ce soit pas un espèce de truc trippy. Surtout, c'est quelque chose qu'on a pu beaucoup voir à un moment avec la scène minimale où les gens étaient là pendant 7, 8, 10 heures à tripper sur un son de Ouais, mais clap ou un tome et à te dire que c'était la plus grande expérience de leur vie. Et pour moi, c'était très, très, très compliqué, Ouais, c'est ce très que j'allais dire, difficile. t'étais un peu à contre-courant au moment de faire ça, parce J'ai qu'à l'époque toujours. c'était la vague Ouais. minimale. Ouais, que je sortir des détestais. choses, ressortir des choses. Ouais, c'est pas du tout dans le Ah minimal. non, c'était un cauchemar. J'ai jamais aimé. Je pense qu'ils ont sorti. Il y a très très peu de bonne musique qui est sortie de ces années-là. Évidemment, il y en a eu. Hein. Il y a eu de grands artistes, comme toujours. Il y a toujours des gens qui émergent au-dessus du lot, mais on peut même pas les taxer d'artistes minimal entre guillemets. C'est juste des artistes de house qui ont fait du super boulot. Hmm. Donc ouais, un peu à contre-tendance. Toujours, tu ressors en les fait, classiques toujours à de Chicago, ce genre de contre-courant en choses. fait. Je me rappelle en fait le mec qui m'avait licencé les tracks, tu sais, de Manu Dibango, etc. Et c'était un mec assez âgé. Et c'était un mec en fait qui gérait aussi les droits de Johnny Hallyday ou de, je sais plus, d'artistes très très mainstream. Et il disait, moi tu sais, à chaque fois que les gens disaient blanc, je faisais noir. Et à chaque fois que les gens disaient noir, je faisais blanc. Ben moi c'est vrai que c'est un truc que j'ai retenu et je me disais, je fais ce que je veux quoi. Enfin, le but quand tu crées un label et quand tu sors de la musique, c'est vraiment d'être libre et de faire ce que tu veux. Si tu fais pas ça et si tu n'as pas aucune liberté et si tu t'inscris dans une logique marketing, etc., Hmm. à partir de ce moment-là, bah, tu fais plus vraiment de la musique, tu es presque un administratif. Donc, où est le rêve? Et justement, tu as eu l'occasion d'aller visiter quand tu étais aux États-Unis, parce que tu étais basé à Mhm. Los Angeles, mais d'aller à Chicago, d'aller rencontrer. Non, très même pas, non. sincèrement, non, parce on adorait déjà le temps à Los Angeles. Il fait toujours super beau, il y a toujours du soleil, c'est quelque chose de très, très, très agréable. Et puis en plus, on était bien là-bas, donc on voyait même pas l'intérêt d'aller à Chicago ou à Pas de Détroit. Mais pèlerinage. non, on n'a jamais eu ce côté un Et je- peu de dévotion, tu sais, par Hmm. rapport à un truc genre, oh là là, c'est extraordinaire, si on rencontre ci, si on faisait les trucs de façon très empirique et très honnête finalement. Ouais, puis même cette espèce de big meet autour de Chicago et Détroit est très actuelle d'une certaine manière depuis Bah qu'il y a ce là, regard rétrospectif. Bah complètement, parce que la house, quelque part, c'est une musique qui est rentrée dans l'histoire aujourd'hui, et donc tout le monde essaye un peu de se tailler la part du lion en disant, moi, j'ai préfiguré ci, j'ai préfiguré ça, mais personne n'a préfiguré rien du tout. Les gens, c'était juste des mecs qui travaillaient dans leur chambre, ils ont sorti des chansons. En fait, ce qui était drôle, c'était un truc de Jesse Saunders que j'ai lu,
Et il disait en fait ce qui était fou quand il a créé, je sais plus si c'est Jesse Sanders ou c'était quelqu'un qui parlait de Jesse Sanders, et il disait le mec, il s'est retrouvé à Chicago dans les charts devant Prince alors qu'il avait un disque qui était, franchement il sonnait pas comme Prince, c'était un disque fait à la maison, ça se voyait, c'était des drums, etc. Mais ça les a fait triper, ça les a rendus fous de se dire le mec il a fait du fric et s'est passé devant Prince et il était reçu dans les boîtes comme une pop star en faisant, je crois que c'est son Mac On and On, je sais plus. Je crois que c'était un des premiers disques de house et donc c'était le disque big à Chicago et tout le monde l'avait acheté. Et donc les mecs se sont dit bon bah voilà, il suffit juste d'être chez toi, tu fais un peu de musique et tu peux être bigger than Prince. Alors que c'est pas vrai évidemment, Prince c'est un génie et il fait des mais il y avait tout ce truc, c'est pour ça que ça s'appelle house music, de la musique faite à la maison. Et donc c'est pour ça qu'un peu d'en faire quelque chose de très pompeux aujourd'hui, où tu vois des mecs dans leur studio et ils te racontent je sais pas quoi. Je trouve ça bien, c'est bien de faire évoluer la musique, c'est leur cœur, c'est leurs idées, etc. Mais je pense que le côté rough, c'est ce qui est le plus important à retenir en fait. C'est quelque chose qui est spontané, c'est quelque chose qui fait partie de la naïveté, c'est quelque chose qui est presque adolescent. Et en voulant rendre ce truc très pompeux, ben, tu finis par jouer avec un orchestre symphonique, quoi. Mais je te parlais aussi surtout de la question de ces villes qui deviennent emblématiques et qui sont d'une certaine manière. Elles Alors, c'est sont pas l'idée de emblématiques. le renier, mais ça Mhm. devient limite un label à Complètement. avoir. Et je t'en parle parce que justement, un des artistes que tu as signé, Jason Grove, Mhm. il y a eu une espèce de polémique autour de son appartenance supposée ou non à Ouais, Détroit. exactement, oui. Du coup, jugé au-delà de la musique en elle-même. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement l'histoire autour de ce Bah en disque? fait c'est très simple, c'est voilà des tracks que j'ai pu recevoir et que j'ai eu et donc voilà je les ai écoutés, j'ai trouvé ça super et on a décidé de sortir le disque avec tout un voilà c'était un truc tout simple et il y a eu voilà on l'a appelé 313 Forever parce que on aime beaucoup évidemment même si on respecte la musique de Détroit et de Chicago et de Détroit, on trouvait ça génial et on trouvait ça drôle. Et voilà, donc on l'a sorti aussi simplement que ça. Parce que, ouais, faut le dire, c'est un producteur qui reste aujourd'hui anonyme. Voilà, anonyme complètement. Et donc il peut venir de Détroit, comme il peut venir du Guatemala ou du Pérou ou de Tokyo. Donc ce qui a été drôle, c'était voilà, c'était quelque chose. En fait, comme tout ce que j'ai pu faire, ça s'est fait de façon assez empirique, à la volée et avec le cœur. Ça veut dire voilà, en fait, c'est toujours l'idée de spontanéité voilà, de donner un truc un peu différent et drôle, que ce soit drôle parce que c'est de la musique, ça doit être drôle. Je m'élève un peu contre tout ce truc de il faut avoir le côté puriste, il faut voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Enfin, personne n'est là pour dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. On a tous des goûts, c'est très bien, mais ça s'arrête là, quoi. Après, il faut écouter la musique et prendre la musique comme elle est. C'était tout le but de la musique de Chicago ou de Détroit, c'est que souvent les mecs ils sortaient des disques et il y avait voilà, donc il y avait des noms, on savait pas qui c'était, mais la musique sonnait, donc les gens achetaient, ils trouvaient ça génial. Et je pense qu'on a beaucoup perdu ça. Il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de marketing concernant la musique, concernant qui fait quoi. Il y a un côté un peu élitiste qui me dérange. Et qu'est-ce qui, du coup, pour revenir à Jason Grove, qu'est-ce qu'on lui reprochait au final, enfin, Ben, on lui reprochait de pas forcément venir de Détroit, mais de s'en revendiquer, mais c'est de ça. s'en revendiquer, alors que personne ne revendique Ouais, rien bien du sûr. tout. C'était juste, voilà, voilà, c'était un big up à sa ville, Détroit. Et donc voilà, mais il y a des gens qui ont pu être mal intentionnés, ou je me rappelle, enfin des gens quand même, voilà, qui ont pu dire voilà, non, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Quand Alors, tu c'est pas viens de parti. Détroit, ouais, quand tu viens de Détroit, ça doit vraiment être Détroit, blablabla, alors qu'on s'en fout, quoi. Quelque part, c'est du racisme inversé. J'irais même Mais jusque-là. des gens comme qui, du coup, des artistes qu'on connaît Bah, il y a des artistes quand même un peu connus, mais après, bon, on s'en fout, quoi. Je veux dire, c'est des gens qui comptent pas forcément. Et ce qui reste, en fait, c'est le disque. Et Mouvdi en a mieux parlé que moi, parce qu'en fait, il a beaucoup aimé le disque, apparemment. Et il avait cité en 2012, dans The Guardian, tu sais, ses favorite picks de 2012. Et il avait cité, donc, notamment Jason Grove, et pas un titre, mais tout l'album. Et il considérait, je pense à juste titre, parce que nous on a mis tout notre cœur dedans, mais que c'était peut-être l'un des meilleurs albums de house sortis des 10 dernières années, quoi. Bah, écoutons-en, justement. C'était lequel? C'était... 313 Forever. Ok.
C'est dingue. Hein. C'est dingue. Tiens, on va parler de ça. Tiens. Ça, après j'en mettrai un autre. Vas-y. Parce que ça, c'est vraiment drôle.
Avec plaisir. La bonne musique, c'est jusqu'au bout. Donc Jason Grove. Ouais, exactement. Et ça, c'est le titre en fait qui s'appelle Bonus Beats. Et assez paradoxalement, c'est assez drôle. C'est ce que disait un journaliste qui est Pierre-Jean Carelli, je crois. Il y a très peu d'artistes qui commencent un disque en appelant leur premier titre Bonus Beats. Enfin, en général, ça, c'est Bonus Beats, c'est le truc de fin. Et c'est assez drôle parce que c'est que des titres comme ça, cut A, cut B, edit A, edit B, que des trucs comme ça. Et c'est assez drôle, quoi. Il y a un côté très spontané, toujours. Et C'est comment ce qu'on ça s'est fait, recherche. la signature, du coup? Il t'envoyait des démos Ouais, en fait, on s'était rencontrés il y a longtemps, et puis après, il m'a renvoyé des tracks que j'ai trouvé super, donc voilà, et c'était son truc, quoi. Mais justement, ce que tu dis par rapport au titre des morceaux, cuts ou bonus beat, Mhm. ça veut dire qu'il t'envoie beaucoup de choses et après tu fais un travail de C'est sélection. ça, en fait, j'avais des tapes déjà de lui, et puis j'ai reçu encore d'autres tracks. Et c'est ce que je dis souvent à mes artistes, c'est que des fois, il y a des gars, ils m'envoient des chansons, ils m'envoient une, deux ou trois, mais je leur dis, moi, j'ai besoin que tu m'envoies 10, 15 chansons, et là, je peux commencer à travailler, à construire un EP, un univers, si le son correspond à notre ligne directrice. Et là, je peux commencer à travailler. C'est très dur pour moi de signer, par exemple, un mec qui m'envoie deux titres, et je dis, ah bah c'est génial, tu vois, super, je signe. Et là, c'est très agréable parce qu'en fait, tu découvres en fait si tu aimes la musique, l'artiste, et tu dis ah bah tiens ça, je pourrais le mettre avec ça, et commencer à construire toute une histoire. Et donc, ouais, il vient te contacter parce qu'il aime le label, vous connaissez Oui, en fait, ça s'est fait de façon, on s'était rencontrés il y a très D'accord. longtemps, et après le contact s'est remis en marche, et j'ai décidé voilà, je pense que c'était le bon moment en fait. Ni lui ni moi étions prêts avant. Ok. Tout simplement. Et ce qui est assez cool par rapport à ça, c'est que on projette en fait de monter un. Alors je sais pas quelle forme ça va prendre, mais ça va être soit un live, soit une espèce de DJ set à deux, ou je sais pas, mais ce sera Skylax live ou Skylax Performance avec Jason Grove et Hard Rock Striker. Et on présentera voilà quoi les chansons de Jason Grove et aussi les chansons du label, etc. Et tout sera mélangé et voilà. Parce que juste à présent, il s'est jamais produit. Pas encore, Ok, donc mais ça va c'est venir. dans les cartons, quoi. Exactement. Ok. Et tu disais, ouais, c'est un album qui a été plébiscité par Move 10 et Ouais. t'envoies beaucoup de promos au DJ, comment ça se passe Bah, très sincèrement, en fait, début 2000, quand j'ai créé Paris Sonic, etc., je le faisais parce qu'on faisait du shipping avec tous les vinyles, on mettait dans des grandes pochettes, etc. Donc ça, je l'ai fait pendant longtemps. Après, en 2004, quand il y a eu Skylax, donc j'ai commencé un peu à le faire pour avoir des DJ feedback. Je trouvais ça assez intéressant. Après, il y a eu le switch vers le digital de plus en plus. Et c'est vrai que moi, j'en vois plus de promos depuis 7-8 ans, en fait. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que j'ai pas le temps, en fait. J'ai produit trop de disques. Et j'ai pas le temps. C'est pas que j'aime pas les DJ, loin de là. Mais c'est vrai que d'un autre côté, voilà, je sors des disques et je les vends et c'est tout. Et si les gens aiment, bah, ils accrochent. Et je pense que le marché, il a beaucoup changé dans le sens où avant, tu étais sur un marché où tu avais toujours besoin d'avoir un nom et un truc qui draine, etc. Alors qu'aujourd'hui, je pense que voilà, si tu as un bon disque, bah, tu peux t'appeler XXX, ça va le faire quoi. Si ton disque est bien, les gens vont l'acheter parce que Internet est tellement puissant aujourd'hui que je pense que tout le monde a sa chance et j'aime bien cette façon d'agir parce que c'est quelque part très spontané. C'est pas parce que c'est évidemment il y a toujours le nom qui compte, etc. Mais même un newcomer comme on dit, il peut lui aussi avoir sa chance et ça, je trouve ça génial. Et c'est vrai que j'en vois pas de promo parce que j'ai pas le temps tout simplement et puis d'avoir le feedback de DJ truc et DJ truc, ça va pas forcément faire que les ventes vont exploser ou quoi. Effectivement, ça peut être intéressant. Par exemple, j'ai eu le cas des Italiens que j'ai signés, dont on avait parlé, de ces Fuck the Government, qui ont eu ce track Tribut qui a été plébiscité et vachement joué par Ricardo Villalobos la saison dernière. Et bon, ça c'est clair que ça peut aider, tu vois, quand c'est à ce niveau-là. Mais sinon, après, c'est cool. Hein, T'as d'autres feedbacks pardon, comme ça qui te viennent à l'esprit parce que comme justement tu n'envoies pas la musique, ça doit être, j'imagine qu'il y a quand même des DJ qui les jouent les tracks et qui viennent Ouais, vers mais toi. je les découvre par hasard en Tu fait découvres sur par hasard, internet, un mec qui a playlisté ou un mec qui a dit des trucs bien donc ça fait vachement plaisir et c'est aussi simple que ça. J'aime bien garder ce côté un peu pas underground surtout pas, mais disons voilà, on envoie les tracks et celui qui aime, bah tant mieux quoi. Et puis ça peut être
un petit apprenti DJ comme le plus grand Bien DJ sûr. du monde, bah, on trouve ça génial, quoi. Ça nous fait autant plaisir sûr. l'un que l'autre. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que tu dis aujourd'hui, pour un artiste qui n'a pas forcément un nom, peut se développer assez vite, et Ouais. on le sait tous. Mais grâce à Internet, mais en même temps, tu fais pas du tout de digital sur le label, toi. Complètement, parce que en fait j'en ai fait un tout petit peu, mais ça m'a pas forcément plu. Et surtout, c'était pas une arrogance, mais c'était une volonté d'offrir en fait un objet au client. La personne qui achète ton disque, c'est vrai que retrouver tes tracks à 1,99 € ou 1 € vendu comme ça, et si quelqu'un s'est déplacé dans un shop, a acheté le disque, a fait la démarche, a écouté, et l'a payé 10, voire 12, voire 13 € sans compter le shipping, bah, c'est quelque part un respect pour toute la scène qui soutient en fait la vente de vinyle, qui est quand même notre cœur de métier. Et je trouvais ça super important, bah, de privilégier ces gens et de leur offrir, en fait, de leur offrir un objet. C'est vraiment l'attachement à l'objet. L'attachement à l'objet, ouais, je trouve, bah, c'est quand tu vas acheter quelque chose, bah, tu as besoin d'avoir un objet, tout simplement. Tu peux pas acheter rien. Après, ça peut venir en plus. Ça, effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'on fera plus tard. Peut-être mettre un peu voilà, de track de Skylax pour les gens qui veulent découvrir un peu l'univers, parce que c'est vrai qu'on l'a pas fait depuis peut-être presque une dizaine d'années. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Mais est-ce que ça fait partie d'un discours de puriste, ayatollah, Surtout pas. underground, Chicago, Surtout pas, que non, 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 200 non, surtout exemplaires pas, non, non, surtout pas, non, Parce non. que ça peut donner cette image de Ouais, l'extérieur. ouais, complètement, mais c'est jamais, non, ça n'a jamais été l'image qu'on voulait donner, mais c'est juste que, voilà, c'était surtout par rapport au respect des gens qui achetaient le disque et qui faisaient la démarche d'acheter. C'était pas du tout par une volonté de soi-disant rester underground où je pourrais le faire, ou d'avoir, tu sais, genre stampé et avoir que des tests pressing et tu les stampes et tu l'envoies et tu dis personne ne sait d'où ça vient, hein, c'est trop génial. C'est le disque bizarre que tout le monde recherche, blablabla, mais j'ai jamais été dans cette optique. C'est juste, voilà, par respect pour les gens, de leur offrir un objet, parce que je considère que quand tu achètes quelque chose, tu as besoin d'avoir un objet. Après, le digital peut venir en supplément, mais ça peut jamais remplacer Parce que l'objet. toi, à la base, c'est pour ça, tu as cet attachement à l'objet, t'es pas... Complètement. C'est D'accord. juste par respect, en fait. Ok. Et justement, il y a un autre artiste assez quand même emblématique du label avec Jason Groms, c'est DJ Sprinkles. Complètement, ouais. Écoutons un morceau et parlons après Avec de plaisir. cette relation Avec avec cet plaisir. artiste que tu as sur le label. C'est quoi, Carmax dessus? Ouais, c'est ça qui est génial. On montrera.
It's all yours, go ahead. What's the matter? Are you scared? Win or lose, you pay your dues for late fantasies. So first, reach, pull, grab, snatch what's yours. The universe. Donc oui, c'était DJ Sprinkles. Exactement. DJ Sprinkles, C'est quand artiste même, assez, super emblématique voilà. du label parce que c'est un peu en fait ce qui a permis à un moment au label de switcher vers une audience un peu plus large au niveau de l'underground. Et en fait, on a ressorti un album de lui qui s'appelle Roots Not Roots avec cette, je sais pas où je dois le montrer, cette ouais, je peux cover le là, montrer, ouais. cette cover là, qui voilà sous le pseudonyme Kami Sakunobe House Explosion, donc Keishi. Donc ça, c'est la première fois que tu sors, Voilà, tu as une interaction avec Sprinkles sur le label, c'est ça? Voilà, c'est ça. Comment Et se font les connexions alors? En fait, j'étais assez fan de sa musique. On m'a fait découvrir sa musique et je suis devenu très rapidement fan. Et j'ai trouvé ça super. Et je comprenais pas comment un mec comme ça pouvait pas avoir une audience un peu plus large. Donc moi, j'ai proposé, parce que j'écoutais cette musique, de ressortir un album qu'il avait fait en 2005 ou 2006. Et j'ai ressorti 4 ans après. Mais je voulais avec quelques nouveautés, que ce soit au niveau de la cover, etc. La cover a beaucoup choqué. Ah ouais? Et ouais, j'ai vu des commentaires assez étranges sur Resident Advisor. Et Encore aujourd'hui. ouais, Étonnant, quand même. je trouvais ça. Moi, ça m'a beaucoup choqué en fait que certaines personnes puissent être un peu déstabilisées. Ah ouais. En fait, moi, dans mon idée, c'était moi j'ai grandi beaucoup avec le rock, etc. Et donc, quand tu voyais des espèces d'androgynes avec des disques de David Bowie, etc., tout le monde trouve ça génial. Mais quand c'est un disque qu'on a sorti en 2010, les gens étaient un peu, certaines personnes en tout Ah cas, ouais. un peu étonnées ou déstabilisées. J'ai pas trop compris. Donc moi je trouvais ça génial, enfin en fait, de rentrer dans un record shop et d'avoir une cover comme ça, genre c'est fou quoi, c'est drôle. Et voilà, je trouvais ça génial et je pense que ça représente bien l'univers et tout ce qu'on voulait défendre et représenter. Et c'était aussi simple que Mais alors ça. parle-moi un petit peu quand même du dialogue avec Sprinkles, tu le contactes pour cette réédition. Mhm. C'est quand même un artiste qui a un discours très intéressant, assez Complètement. marqué, politiquement engagé, ce qui est plutôt assez rare Ouais. quand même, pour une scène comme les musiques électroniques au sens large. Complètement. Donc comment voilà, s'organise la discussion? J'imagine qu'il choisit quand même les interlocuteurs avec lesquels il travaille. C'est ça, Donc, je comment pense. tu fais pour montrer patte blanche un peu avec lui? En fait, je pense qu'il a vu que j'étais vraiment passionné par sa musique et que c'était aussi peut-être à une époque où, entre guillemets, c'était un peu moins connu. Mhm. Donc bon, il a vu aussi tous les efforts que le label a fait pour pouvoir justement mettre un peu plus, comme on a pu, hein, en lumière sa musique. Et c'était aussi simple que ça. Je pense que ça s'est fait de façon très fluide. Il n'y a pas eu comment dire, de difficulté aucune. Mm. Aucune. C'était très simple. Oui, parce que je t'en parle parce qu'aujourd'hui, au-delà d'avoir fait comment dire, une ressortie de son album, c'est aussi devenu un artiste majeur de Skylax. Non, Il va mixer complètement. Vous avez un projet ensemble pour les 10 ans, justement, Exactement, parce que c'est cette année, les 10 ans du label. voilà, exactement. En fait, nous, on a ressorti cet album. Après, on a fait toute une série de vinyles issus de cet album, avec notamment le vinyle rouge. C'est des versions de jazz, en fait, qui ont été faits par DJ Sprinkles à Berlin. Et après, donc, on avait ressorti ce fameux There's New First Fusion qu'on vient de jouer à l'instant, Mhm. avec Karl Marx en effigie, ce qui est assez drôle. Ça, c'est lui, en fait, qui m'a dit, voilà, écoute, ce serait génial de mettre ça, ce serait drôle. Et j'ai trouvé ça... Il a vraiment des idées très... Voilà, qui sortent comme ça, qui sont très originales, et j'adore. Je suis très, très preneur de ça. Et donc, effectivement, il y a un lien assez fort qui s'est construit entre nous. Et on a décidé, pour les 10 ans du label, de faire un double mix CD, dont un serait mixé par DJ Sprinkles et un par moi. Et l'idée, en fait, et ce qui est assez original, c'est que ce sera que des artistes issus de Skylax. Il n'y aura pas de classiques ou ci ou ça. On espère que les tracks deviendront des classiques, mais c'est ce qui est assez intéressant, je pense. Ça veut dire qu'il doit piocher dans un catalogue où il y a, en tout cas, bien 700, 800 chansons, et choisir peut-être 12, 13 ou 14 chansons pour faire le mix CD. Ce sera pareil pour moi aussi, en prenant ce qui permet de construire une histoire, en même temps, voilà, ce qui le branche le plus, et moi aussi c'est pareil. Après, il y aura aussi, consécutivement à ce double mix CD, des vinyles
qui vont sortir, qui seront des various artistes en fait, et qui seront en fait toutes les unreleased qu'on n'a pas pu inclure dans le CD parce que forcément, c'est un mix CD, donc ça veut dire que ça s'écoute d'une Bien sûr. traite. Et donc, en fait, tous les unreleased qu'on a pu recevoir, qu'on trouvait bien, mais qu'on n'a malheureusement pas pu inclure dans le double mix CD. Donc, il va y avoir à peu près 3 ou 4 peut-être releases en vinyle, strictly focus sur ces artistes qu'on n'a pas pu inclure malheureusement, mais qui auront aussi une visibilité parce qu'on considère que leurs tracks sont superbes. Mais c'est intéressant justement parce que pour moi qui suis quand même personnellement la Mhm. carrière de Sprinkle, c'est un de mes producteurs que j'aime beaucoup. Ça, je suis assez surpris, aussi étonné dans le bon sens, de le voir collaborer avec un label qui n'est pas le sien, parce qu'il a aussi son label, Complètement. de voir collaborer aussi un peu dans cette démarche de label, parce que bon, j'ai pas envie de dire le terme commercial, mais il y a quand même une Mhm. manière de mettre en forme les choses. Mhm. Et c'est assez inattendu par rapport au discours qu'il peut avoir en général sur l'industrie de la musique, sur plein de choses, sur les performances. Lui, il Mhm. le dit, il le fait parce que c'est économiquement comme ça qu'il se rémunère, mais Mhm. il a un discours très désenchanté en fait, et qui est assez intéressant. Donc c'est pour ça que je suis assez étonné en même temps de le voir collaborer Pas, avec un label de cette manière. pas forcément. Je pense pas que ce soit Parce qu'il a un désenchanté. discours quand même très marqué. Non, c'est pas désenchanté, c'est juste qu'en fait, il essaye de remettre les choses en perspective et de façon plus honnête. Oui, par exemple, Parce que par exemple, tu sais, ils disent voilà, il y a beaucoup de gens qui se disent il y avait l'âge d'or de la house et on le vit encore aujourd'hui avec tous ces gens-là qui nous bassinent quelque part en disant il y avait ça, c'était extraordinaire, c'était monumental, c'était si, vous le revivrez jamais. Tout ça c'est faux, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. C'est juste des moments, à un moment, des gens ils partagent des émotions. Voilà, ça s'arrête là. Après, il y a pas eu vraiment, voilà, pour moi, c'est juste quelque chose comment dire, qui se régénère de façon constante. Et il n'y a pas eu de high ou de low voilà. Il y a des moments qui sont peut-être un peu plus propices, mais je crois pas aux grands mouvements, etc. Je pense pas, je pense que ce soit quelque chose. Je pense qu'il essaye de remettre, moi, comment je l'ai compris, peut-être j'ai tort, mais il essaye de remettre les choses de façon plus honnête et plus terre à terre. oui, Et oui, c'est marrant je parce voulais que pas dire désenchanté, plutôt non idéalisé en fait. voilà, exact. Et là, oui, et je pense que quelque part, bah, c'est pour ça que je pense que cette collaboration se fait parce qu'ils voient qu'on fait les choses de façon très spontanée, sans Donc se du coup, à prendre la la suite tête. d'échanges mails que vous avez, Voilà, de façon très honnête, sans avoir un espèce de discours complètement farfelu. C'est faire des projets qui puissent être un peu drôles, un peu original, voilà, et qui est quelque chose de très spontané derrière. oui, parce qu'à côté, il fait des choses aussi intéressantes. Il a sorti son dernier projet sur une clé, Et sur USB, une carte ou SD de 32 complètement, gigas. Donc voilà, c'est aussi Solesness. marrant de le voir à cheval sur ces deux Ouais. tableaux. Au final, un label traditionnel avec des vinyles et lui sur d'autres Mais formats, justement, qui ce qui est questionnent tout ce complètement, système. c'est peut-être que en fait dans la vie, je pense qu'on a tous deux faces et on explore chacune ou plusieurs faces, mais on explore chacune de celles-ci. Mhm. Et je pense qu'il y a intéressant aussi dans le projet, c'est que en général, les gens quand ils font des doubles mix CD, etc. Bon, il y a toujours cette volonté d'inclure des classiques, des ci, des ça. Là, il y a rien. Je veux dire, c'est que les tracks de Skylax, donc c'est ça qui est assez drôle. Ça veut dire que ça peut être des producteurs qui sont perdus je sais pas où et peut-être que ça va leur donner justement une visibilité qu'ils auraient jamais eu et je trouve ça génial parce que c'est ça pour moi la musique. C'est Mhm. pas toujours de ressasser le passé ou de faire que avant c'était mieux ou de présenter comment te dire, juste d'avoir, tu sais, un espèce de vernis, de présenter un bel objet, de dire voilà, c'est un peu intemporel, blablabla. Alors que là, voilà, c'est une compile avec des artistes, etc. Et peut-être que ça deviendra elle aussi intemporel et peut-être que ces artistes, grâce à ça, ils auront aussi, entre guillemets, leur quart d'heure de gloire. Et ça, c'est assez drôle. Et ouais, Sprinkles qui avait aussi remixé un de tes tracks, qu'on peut peut-être Complètement. écouter, je sais Ouais, pas, si ouais. tu veux. Euh,
Ouais, pareil, hein. Hyper dur de le couper celui-là. Ah, ça fait plaisir, mais ouais, c'est vraiment un. Je suis très très fier de Alors ce donc ça, remix c'était qu'il un a de tes fait. morceaux. Est-ce que tu produis aussi? On en a pas eu le temps d'en Complètement. parler. Complètement, Sous le ouais. nom de Je Hard produis Rock sous le nom de Striker. Hard Rock Striker. Ouais, je produis des fois, de temps en temps, je sors un disque quand j'ai pas 12 000 disques à sortir, parce qu'il y a plein d'artistes qui attendent derrière et qui ont leur disque à sortir. Mais c'est vrai que quand j'avais reçu ce remix de mon track, bon, bah, j'étais assez fier, quoi. Je trouvais que c'était vraiment un travail plus qu'abouti, quoi. Hein. C'est Ça quoi va. le sentiment quand on se fait remixer, de voir Bah, son travail tu sais, ça peut soit être quelque chose qui est très proche de l'original, soit ça peut être un truc comme ça où il envoie complètement le morceau valser ailleurs. Et là, bah, t'es vraiment hyper heureux, quoi. Parce que voilà, c'est. Et il arrive vraiment à mettre sa touche à lui, c'est lui. Et ça, c'est génial de pouvoir se réapproprier Ouais, on les reconnaît morceaux. directement la signature Sprinkles. Complètement. Avec ce qu'on disait là pendant que le morceau jouait, un truc hyper sous-jacent. Sous-jacent, Il n'y a pas de exactement. kick, pas d'évidence. Il n'y a pas d'évidence, il y a un clic mais il n'y a pas d'évidence. Oui, Et c'est c'est vrai. ça qui est vraiment... C'est un disque en fait qui est génial parce que tu peux l'écouter chez toi, tranquillement, voilà, en fumant une cigarette, peinard. Et en même temps tu peux le jouer en club, voilà. Ça crée un moment, Hmm. une espèce d'attente. Et la house music, tout est basé dans la house music sur l'attente, sur est-ce que ça va monter ou pas. Ouais. C'était ce morceau-là où tu avais samplé Manuel Gotching du coup? C'est ça, ouais. Il y avait eu pas un sample, mais c'était inspiré du track Echo Waves de D'accord, ok. Manuel Gotching. Et voilà, c'était l'original qui a été aussi très bien reçu. Les gens ont beaucoup aimé. Et puis le remix aussi, forcément, c'était super, quoi. Donc ça, c'est vraiment. Ça fait vraiment très plaisir de recevoir ce genre de travail quand tu te réveilles, enfin quand tu t'arrives à minuit et t'allumes ton ordinateur et tu reçois les files et t'écoutes, tu dis ah, j'étais un peu scotché. Ouais, Ça m'a fait j'imagine. drôlement plaisir. Et en parlant de recevoir de la musique, j'imagine que tu reçois beaucoup de Ouais, démos. une tonne. Et est-ce que tu as senti justement une évolution au fil des années parce qu'il y a beaucoup de musique qui est produite, un accès démocratisé aux machines. Est-ce que tu as vu une évolution? Est-ce que tu as reçu des trucs de français que tu recevais pas avant? Est-ce qu'il y a des choses comme Complètement, ça ouais, que il y a tu plein peux de observer? Ouais, complètement. Il y a plein de Français qui produisent très bien d'ailleurs, et notamment des petits jeunes. J'aime pas ce terme, mais en tout cas Une nouvelle génération de voilà, producteurs. une nouvelle génération, et qui s'appelle Garage Shelter, et qui ont produit un disque, le premier, et qui est vraiment dans l'esprit, je pense, de Skylax. Et c'est marrant parce que les mecs étaient au lycée en Bretagne, et leur disque de chevet, c'était le Jason Grove. D'accord. Et ils écoutaient ça, enfin, certains au lycée, et de savoir que j'ai pu toucher des mecs qui étaient dans un lycée en Bretagne et qui tripaient sur Skylax, ça m'a fait délirer. On dit, mais ouais, mais c'est incroyable, on était tous comme des fous avec ce disque, c'était genre le truc et tout, et on rêvait de rencontrer le mec de Skylax et tout. Et donc voilà, bah, ils ont bossé, ils ont fait un super EP, et là on prépare le deuxième qui va être une tuerie, je pense, Mhm. une tuerie. J'ai mis quelques samples d'extraits quand je les ai joués au Malibu, quand on a fait une soirée de release party le 24 janvier. Et c'est là, ça part dans tous les sens. Le deuxième est vraiment super, et déjà le premier était top, top, top. On peut écouter si tu Ouais, veux mais un justement, des pour titres. cette question un peu de la scène française, il y a un peu une tentation depuis ces dernières années de parler d'un renouveau, d'une nouvelle avant-garde avec plein de producteurs. Quel regard toi tu portes là-dessus? Je pense que oui, il y en a, mais après des producteurs qui sont vraiment bons, il y en a, mais c'est des mecs. Après, il y a des mecs quand même qui sont un peu âgés, malgré tout. Par exemple, il y a un autre gars qui s'appelle Concept I25 qui est signé chez nous, et il fait une musique géniale, mais voilà, c'est un mec qui est comme moi, qui est dans la quarantaine, qui voilà, fait de la musique depuis super longtemps. Il a vachement été influencé par Fcom. Il y a tout ce bagage qui est là, qui était très, très présent. Il y a aussi Steve Frisco, qui était qui est une légende de l'underground français, et qui sort des disques de deep super bien. Et on a sorti le Wax Classic 15 avec lui. Ça s'appelait Adventures in Lofi. On sort le deuxième bientôt. Et c'est vrai, il y a un renouveau au niveau de la scène.
mais il n'y a pas tant que ça de bons producteurs. Et moi, dans toutes les démos que je reçois, j'écoute vraiment 80% ou 90% de ce que je reçois. Mhm. Et bon, il y a des gens qui sont bons, mais il n'y en a pas tant que ça, quoi. Finalement, c'est bien parce que tu te dis que le talent, bah, c'est pas parce que les machines sont là, c'est pas parce que Internet est là, c'est pas parce que YouTube et Discog sont là que forcément tu vas avoir la science infuse. Et bah, le talent, c'est un truc qui. Voilà, on sait même. Enfin, le talent, est-ce que c'est du talent? C'est juste, voilà, un moment ça plaît, il y a une interaction et nous on décide de sortir le disque, etc. C'est aussi simple que ça. Alors tu disais un mot, peut-être ça là-dessus qu'on va conclure aujourd'hui. Tu parlais de ce producteur qui était vraiment un producteur illustre de l'underground, mais quel est le sentiment, enfin quel est pardon, ton rapport à ce terme underground aujourd'hui où les choses ont beaucoup changé avec Internet, où toutes les niches sont accessibles. Mm. Est-ce que ça a encore du sens l'underground Non, en l'underground 2015? n'existe plus, évidemment. C'est n'importe quoi. Et ça peut être les personnes qui utilisent le terme underground pour se vendre. C'est plus du marketing qu'autre chose. Mais pour moi, voilà, c'est de toutes les manières, avec toutes les soirées qu'il y a pu y avoir, tout ce que ça a pu se démocratiser, que ce soit avec les gens de Concrète, Sonotin, nous même plus avant, les gens de Catapulte, ou nous aussi, parce qu'on a organisé plein de soirées, que ce soit Nouveau Casino, Triptyque à l'époque, à la Flèche d'Or, au Bateau Phare, au Rex, etc. On a fait quand même pas mal de soirées, toujours à promotionner des artistes qu'on considérait top, que ce soit Daniel Baldelli ou Terry DJ Sprinkles ou BP Loda ou Crème Organisation. On a fait vraiment pas mal de soirées. Ben, je pense que peut-être ça a enfoncé des portes et ça a permis à cette musique de se populariser. Et le terme underground, je pense qu'il n'existe plus vraiment. Mais c'est tant mieux parce qu'on fait de la musique pour qu'elle soit écoutée par le plus grand nombre. Et s'il y a plein de kids qui, à travers Internet, ou à travers vous, ou à travers votre site Boiler Room, ou à travers tous ces nouveaux réseaux qui défendent la musique, parce qu'il y a évidemment un côté un peu underground, parce que tous, on ne vend pas des millions de disques, évidemment. Mais je pense que ça... ça n'a plus lieu, de se revendiquer underground, ça n'a plus lieu d'être. Même si l'underground en tant que tel, c'est vrai, existe. Mais de le revendiquer, non. Très bien, bah du coup on s'écoute Garage Shelter pour Avec terminer. plaisir. Ouais. Ouais, ça c'est pas encore sorti. Si, il est sorti, d'accord, ok. Enfin, prends le micro par contre. Ouais, celui-ci est sorti, c'était le Wax Classic 12, Ouais. qui s'appelait tout simplement Garage Shelter. Et le prochain sera Garage Shelters and Friends. Et il sera peut-être un peu plus disco et funky. Et voilà, et ça c'était vraiment un très très beau disque. C'est leur disque introductif un peu sur Skylax, quoi, qui est voilà.
Donc voilà, c'était Garage Shelter, Ouais. dernière signature du label. Exactement. Avec un EP à venir et plein de belles choses pour les 10 ans du label en 2015. On a Exact. parlé, la compilation, double Compilation, aussi projet de double CD avec Jason Grove encore. Bon, plein de et aussi une autre compilation surprise, mais là je peux pas en dire Ok. plus. Mais c'est un label culte de la deep house. Ok. Bah, merci beaucoup de nous avoir invités chez toi à parcourir tes disques, Joseph. Merci beaucoup Boiler Room. Merci et puis bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée.